Il existe des villes en France où sortir le soir est devenu un calcul. Pas une promenade, pas une liberté, un calcul. Est-ce que je prends cette rue ou l'autre ? Est-ce que je laisse ma voiture là ou ailleurs ? Est-ce que je rentre avant 20h ou j'attends que quelqu'un m'accompagne ? Des questions que des milliers de Français se posent chaque jour, dans des villes où l'insécurité n'est plus un sujet de débat politique abstrait, c'est une réalité concrète, quotidienne, épuisante, qui s'est installée dans les habitudes, dans les peurs, dans les choix de vie. Il existe des villes en France où les commerçants posent des rideaux métalliques renforcés le soir, où les pharmaciens parlent derrière des vitres blindées, où les chauffeurs de bus refusent certains arrêts après 21h, où les enseignants demandent des mutations pour ne plus travailler dans certains établissements. Des villes où les habitants ont appris à ne plus s'étonner du bruit des sirènes, à ne plus regarder par la fenêtre quand ils entendent des éclats de voix dans la rue, à ne plus signaler certains incidents parce qu'ils savent que ça ne changera rien. Le ministère de l'Intérieur vient de rendre publics les chiffres officiels de la délinquance pour l'année 2025, disponibles depuis le 22 janvier 2026. Ces données dessinent une France au contraste saisissant, avec des escroqueries et des fraudes aux moyens de paiement en progression fulgurante de 14% au niveau national, et une persistance des agressions physiques qui crée un décalage entre la réalité statistique et le ressenti quotidien d'une insécurité plus imprévisible que jamais. Dans cette vidéo, nous allons nommer les 10 villes françaises où l'insécurité a pris le dessus en 2026. Pas pour stigmatiser leurs habitants, qui sont les premières victimes de cette situation. Pas pour faire du sensationnalisme facile, mais parce que regarder la réalité en face, avec des faits, des chiffres et des témoignages, est la seule façon honnête de comprendre ce qui se passe vraiment et d'exiger que quelque chose change. En 10e position, une ville du nord de la France où les statistiques de violence urbaine ont atteint des niveaux qui inquiètent profondément les forces de l'ordre local et où le sentiment d'abandon des habitants est palpable à chaque coin de rue. Direction Roubaix. Le nom revient dans chaque discussion sérieuse sur l'insécurité en France. Et pas par hasard, pas par stigmatisation facile, mais parce que les chiffres qui y sont associés sont réels, documentés et profondément préoccupants. Roubaix figure régulièrement parmi les communes françaises, affichant les taux de délinquance les plus élevés rapportés à leur population, avec des indicateurs particulièrement dégradés sur les violences aux personnes et les atteintes aux biens. Ce n'est pas une réputation construite sur des préjugés, c'est une réalité que ses propres habitants décrivent avec une lassitude qui en dit plus long que n'importe quel rapport officiel. Roubaix est une ville qui cumule des facteurs de vulnérabilité que les sociologues et les criminologues citent systématiquement comme des terrains fertiles pour l'insécurité. Un taux de pauvreté parmi les plus élevés de France, un chômage structurel qui touche des générations entières, une densité de population élevée dans des quartiers où les services publics sont insuffisants, et un sentiment de relégation sociale profondément ancré dans une population qui a l'impression que la République l'a abandonnée depuis des décennies. Ce cocktail explosif ne justifie pas la violence, mais il l'explique. Et l'expliquer est la condition nécessaire pour commencer à la combattre. Les habitants de Roubaix qui parlent de leur quotidien décrivent des scènes qui semblent appartenir à un autre pays. Des halls d'immeubles occupés jour et nuit par des groupes qui intimident les résidents. Des rues commerçantes où les vitrines brisées sont remplacées par des planches de bois. Des mères de famille qui accompagnent leurs enfants à l'école en faisant des détours pour éviter certains pointes noires. Des personnes âgées qui ne sortent plus du tout après la tombée de la nuit. Ce n'est pas de l'exagération, c'est le quotidien d'une ville que l'insécurité a progressivement grignoté, quartier par quartier, rue par rue, jusqu'à transformer la peur en condition normale de vie. En 2026, Roubaix attend toujours le plan d'action à la hauteur de ses besoins. Les promesses se succèdent, les plans de sécurité se superposent, les caméras de surveillance s'installent. Mais sur le terrain, les habitants ont appris à ne plus trop y croire. Et c'est peut-être ça, la dimension la plus alarmante de la situation roubaisienne, non pas les chiffres eux-mêmes, mais l'épuisement d'une population qui a cessé d'espérer que les choses changent vraiment. En 9e position, une ville du sud de la France où les trafics de stupéfiants ont littéralement reconfiguré certains quartiers entiers, et où la guerre entre réseaux rivaux fait des victimes collatérales parmi les habitants les plus vulnérables. Voici Perpignan. Perpignan souffre d'une réputation sécuritaire dégradée qui s'est encore aggravée en 2025 et 2026. Une dégradation que les chiffres confirment et que les habitants vivent avec une acuité douloureuse. La préfecture des Pyrénées-Orientales, ville méditerranéenne au cadre de vie attractif sur le papier, est traversée par des tensions sécuritaires qui ont transformé certains de ces quartiers en zones de non-droit de facto. Des zones où les règles de la République ne s'appliquent plus vraiment, où c'est la loi des réseaux qui prime et où les habitants ordinaires sont pris en otage entre deux mondes qu'ils n'ont pas choisis.
Perpignan affiche des taux de délinquance particulièrement élevés dans plusieurs catégories, notamment les violences physiques et les trafics de stupéfiants, qui alimentent une économie souterraine considérable dans certains quartiers de la ville. Ces trafics ne sont pas un phénomène marginal ou localisé, ils irriguent des pans entiers de l'économie locale souterraine, impliquent des centaines de personnes à différents niveaux de la chaîne et génèrent des violences qui débordent régulièrement sur l'espace public. Ce qui est particulièrement frappant dans le cas perpignanais, c'est la vitesse à laquelle cette dégradation s'est produite. Des quartiers qui étaient encore vivables et animés il y a 10 ans ont connu une transformation radicale sous l'effet conjugué de la pauvreté croissante, du départ des classes moyennes vers la périphérie et de l'installation progressive de réseaux de trafic qui ont occupé le vide laissé par les services publics et les commerces en fuite. C'est une dynamique bien connue des spécialistes et dont la ville de Perpignan peine à sortir malgré les changements de gouvernance municipale. Les commerçants du centre-ville décrivent une situation de plus en plus difficile, des vols à répétition, des incivilités permanentes, des clients qui désertent certaines rues à certaines heures. Certains ont fermé, d'autres envisagent de le faire. Et chaque fermeture accélère la spirale de dégradation en créant de nouveaux espaces vides que la délinquance s'empresse d'occuper. Perpignan en 2026 est une ville qui lutte, mais qui perd du terrain plus vite qu'elle n'en gagne. En 8e position, une ville de l'Est de la France où la délinquance de voie publique a explosé ces dernières années, et où certains quartiers sont devenus des zones de tension permanente que les forces de l'ordre elles-mêmes décrivent comme particulièrement difficiles à gérer. Direction Strasbourg. Strasbourg, capitale alsacienne, siège du Parlement européen, ville de droit et d'institutions, et pourtant une ville qui figure régulièrement dans les classements des communes françaises les plus touchées par l'insécurité. Ce paradoxe est l'un des plus saisissants de la France de 2026. Une ville qui incarne les valeurs européennes et les institutions démocratiques, et dont certains quartiers vivent une réalité sécuritaire qui semble aux antipodes de cette image. Strasbourg affiche des statistiques de délinquance particulièrement élevées, notamment pour les vols avec violence, les trafics de stupéfiants et les violences intrafamiliales, dans plusieurs quartiers périphériques qui concentrent une part disproportionnée des incidents recensés par les forces de l'ordre. Ces quartiers, Neuhof, Haute-Pierre, Cronenbourg, sont connus des policiers, des travailleurs sociaux et des habitants pour des tensions qui dépassent largement ce que les statistiques officielles peuvent capturer. Ce qui distingue la situation strasbourgeoise de celle d'autres villes de cette liste, c'est la dimension transfrontalière du phénomène. La position de Strasbourg aux portes de l'Allemagne crée des dynamiques de circulation des personnes et des marchandises illicites qui compliquent considérablement le travail des forces de l'ordre. Des réseaux qui opèrent des deux côtés du Rhin, des personnes qui utilisent la frontière comme bouclier contre les enquêtes policières, des trafics qui profitent de la libre circulation pour multiplier leurs points d'approvisionnement et d'écoulement, autant de facteurs qui donnent à l'insécurité strasbourgeoise une dimension systémique difficile à traiter avec les seuls outils de la police nationale. Les habitants des quartiers sensibles strasbourgeois décrivent un quotidien sous tension. Des points de deal installés dans des caves ou des parkings que tout le monde connaît et que personne ne semble pouvoir déloger durablement, des rixes entre groupes rivaux qui éclatent sans prévenir dans des espaces publics, des familles qui ne laissent plus leurs enfants jouer dans certaines cours d'immeubles après une certaine heure. Strasbourg mérite mieux que ça, et ses habitants le savent. En 7e position, la deuxième ville de France, une ville dont les règlements de compte entre réseaux de trafiquants font régulièrement la une des journaux nationaux et où la violence armée s'est banalisée au point de ne plus choquer personne. Voici Marseille. Ce nom résonne différemment selon qu'on l'entend dans une conversation touristique ou dans un bulletin d'information. Dans le premier cas, il évoque le soleil, la bonne mer, le vieux port, la bouillabaisse. Dans le second, il évoque des règlements de compte au Kalachnikov, des adolescents recrutés comme guetteurs pour des réseaux de trafiquants, des mères en deuil de fils tués à 20 ans dans des guerres qui ne sont pas les leurs. Ces deux Marseilles coexistent, et l'une d'elles ne devrait plus pouvoir exister en 2026. Marseille concentre une part considérable des homicides liés au trafic de stupéfiants en France, avec des chiffres qui placent la ville dans une catégorie à part au niveau national. Les règlements de compte entre réseaux rivaux ont fait des dizaines de victimes ces dernières années, et la tendance ne montre pas de signe d'inversion durable malgré les opérations policières successives. Ces chiffres ne sont pas abstraits. Derrière chaque homicide, il y a une famille dévastée, un quartier traumatisé, une ville qui s'habitue peu à peu à l'inacceptable. Ce qui est particulièrement alarmant dans le cas marseillais, c'est le rajeunissement des profils impliqués dans les violences liées au trafic. Des adolescents de 14, 15, 16 ans, utilisés comme guetteurs, comme transporteurs, comme exécutants par des réseaux qui ont parfaitement compris que leur jeune âge les protège partiellement des poursuites judiciaires les plus lourdes. Cette instrumentalisation de la jeunesse des quartiers populaires marseillais est l'une des dimensions les plus choquantes et les plus difficiles à combattre de la crise sécuritaire que vit la ville. Les habitants des quartiers nord de Marseille, Castellane, la Busserine,
les lauriers, décrivent une vie sous contrainte permanente. Des immeubles entiers contrôlés par des réseaux qui décident qui entre et qui sort. Des familles qui voudraient partir mais qui ne peuvent pas se le permettre financièrement. Des enfants qui grandissent dans un environnement où la violence est la norme et où l'État semble lointain, absent, incapable de les protéger. Marseille est une ville magnifique qui mérite infiniment mieux que ce qu'elle endure. Et ses habitants le méritent aussi. En 6e position, une ville de la région parisienne où la délinquance a littéralement explosé ces dernières années et où les transports en commun sont devenus des espaces de violence quotidienne que des milliers d'usagers subissent en silence. Direction Saint-Denis. Saint-Denis est l'une des villes françaises dont la situation sécuritaire préoccupe le plus les forces de l'ordre et les travailleurs sociaux qui y interviennent quotidiennement. Aux portes de Paris, à quelques minutes en métro de la capitale, Saint-Denis vit une réalité sécuritaire que les touristes qui traversent sa gare en direction du Stade de France ne soupçonnent pas, ou préfèrent ne pas voir. Saint-Denis affiche des taux de délinquance parmi les plus élevés de la Seine-Saint-Denis, elle-même le département le plus touché par la criminalité en France rapportée à sa population. Les violences aux personnes, les trafics de stupéfiants et les vols avec violence y atteignent des niveaux qui dépassent largement les moyennes nationales. Ces chiffres se traduisent dans la vie quotidienne par un sentiment d'insécurité que les habitants décrivent avec une précision qui ne laisse aucune place au doute. Les transports en commun sont devenus l'un des espaces de tension les plus visibles à Saint-Denis. Les lignes de métro et de RER qui traversent la ville sont régulièrement le théâtre d'agressions, de vols à l'arraché, d'intimidations qui font que de nombreux usagers, notamment les femmes et les personnes âgées, évitent dans certaines stations à certaines heures. Ce repli progressif de l'espace public est l'un des symptômes les plus graves de l'insécurité, parce qu'il amplifie la peur, renforce le sentiment d'abandon et prive les habitants de leur droit fondamental à se déplacer librement dans leur propre ville. La question dionysienne est aussi une question de moyens. Saint-Denis est une ville qui manque de tout simultanément. De policiers, d'éducateurs, de travailleurs sociaux, de services de santé mentale, d'infrastructures sportives et culturelles pour les jeunes. Dans cet environnement de pénurie généralisée, l'insécurité prospère, non pas parce que les habitants sont différents d'ailleurs, mais parce que les filets de sécurité institutionnelle qui permettent à une société de fonctionner correctement ont été retirés un à un, année après année, avec une constance qui ressemble à de l'abandon délibéré. En 5e position, une ville du nord de la France où la violence entre bandes a atteint des niveaux qui ont conduit les autorités à multiplier les opérations coup de poing sans que cela ne change durablement la situation sur le terrain. Voici Amiens. Amiens surprend dans cette liste, et c'est précisément pour ça qu'elle y figure. Amiens n'est pas Marseille, n'est pas Saint-Denis. C'est une ville moyenne de 150 000 habitants, préfecture de la Somme, ville universitaire et culturelle dotée d'un patrimoine architectural exceptionnel. Et pourtant, depuis plusieurs années, certains de ces quartiers vivent une situation sécuritaire qui a conduit les autorités à des interventions d'une ampleur inhabituelle pour une ville de cette taille. Amiens a été le théâtre de violences urbaines significatives dans plusieurs de ces quartiers périphériques, avec des affrontements entre groupes rivaux qui ont parfois nécessité des renforts de police importants et des opérations de maintien de l'ordre inhabituelles pour une ville de cette dimension. Ces épisodes de violence intense, même s'ils restent ponctuels, laissent des traces durables dans le tissu social des quartiers concernés, une défiance accrue envers les institutions, un repli sur soi des habitants les plus vulnérables, une économie locale fragilisée par l'insécurité ambiante. Les quartiers nord d'Amiens, Étouvie, Fafé-Brossolette, sont ceux qui concentrent l'essentiel des tensions. Des quartiers construits dans les années 60 et 70 pour loger les ouvriers des industries de la région et qui ont progressivement décroché lorsque ces industries ont fermé leurs portes, laissant derrière elles un chômage structurel et un désespoir social que les politiques successives n'ont jamais vraiment su endiguer. C'est dans ce terreau de relégation économique et sociale que l'insécurité a poussé ses racines, profondément, durablement, résistant à tous les plans de rénovation urbaine qui ont transformé les façades sans transformer les réalités. Ce qui est particulièrement alarmant à Amiens, c'est la vitesse à laquelle l'insécurité de certains quartiers périphériques commence à contaminer le centre-ville. Avec des vols à l'arraché, des agressions dans les rues commerçantes, des incidents dans les transports urbains qui touchent désormais des secteurs que les habitants considéraient comme protégés. Cette extension géographique du sentiment d'insécurité est un signal d'alarme que les autorités locales ne peuvent plus ignorer. En 4e position, une ville du sud-est de la France dont les statistiques de violence ont atteint des niveaux records et où les trafics de stupéfiants alimentent une économie parallèle qui gangrène quartier après quartier avec une efficacité terrifiante. Direction Nice. La promenade des Anglais, la Côte d'Azur, les palaces et les festivals. C'est l'image que le monde a de Nice, mais derrière cette façade dorée et médiatisée, il existe une autre Nice. Celle des quartiers populaires de l'arrière-pays niçois, des cités qui n'ont jamais vu un touriste et qui vivent une réalité sécuritaire que les brochures touristiques
ne mentionne pas. Nice présente des statistiques de délinquance particulièrement élevées dans plusieurs catégories, notamment les vols avec violence et les trafics de stupéfiants, qui se concentrent dans des quartiers comme l'Ariane, les Moulins ou Saint-Roch, des zones qui concentrent des difficultés sociales et économiques considérables et où le sentiment d'insécurité est particulièrement prégnant parmi les habitants. L'Ariane est peut-être le symbole le plus saisissant de cette dualité niçoise. Ce quartier de 20 000 habitants, situé à quelques kilomètres seulement du centre-ville touristique, est régulièrement cité par les forces de l'ordre comme l'un des points les plus chauds du département des Alpes-Maritimes. Des trafics de stupéfiants organisés, des violences entre groupes rivaux, une économie souterraine qui génère des revenus considérables pour ceux qui la contrôlent, et une population ordinaire prise en étau qui paie le prix de cette situation sans avoir choisi de l'y être. Ce qui rend la situation niçoise particulièrement complexe, c'est le contraste saisissant et permanent entre la ville vitrine et la ville réelle. Chaque année, des millions de touristes arrivent à Nice pour profiter de son cadre exceptionnel, de son soleil, de sa gastronomie. Et pendant ce temps, à quelques kilomètres, des familles vivent dans la peur, des jeunes sont recrutés par des réseaux, et des habitants attendent des années que les promesses de sécurité faites campagne après campagne se traduisent en actes concrets. Ce gouffre entre les deux villes est insupportable, et en 2026, il n'a pas été comblé. En troisième position, une ville de banlieue parisienne dont le nom est devenu synonyme d'insécurité dans l'imaginaire collectif français, et dont la réalité quotidienne justifie malheureusement cette réputation de façon documentée et chiffrée. Voici Sévran. Pour beaucoup de Français, ce nom évoque immédiatement des images de violence, de trafic, d'insécurité. Et si les images médiatiques peuvent parfois déformer la réalité, dans le cas de Sévran, les chiffres et les témoignages confirment une situation sécuritaire qui est objectivement l'une des plus préoccupantes de toute la région parisienne. Sévran figure parmi les communes de Seine-Saint-Denis les plus touchées par la criminalité, avec des taux de délinquance violente qui dépassent largement les moyennes départementales, elles-mêmes déjà parmi les plus élevées de France. Les trafics de stupéfiants y génèrent une violence endémique qui a fait plusieurs victimes mortelles ces dernières années. Ces morts ne sont pas des statistiques, ce sont des enfants de la ville, des fils et des frères, dont les noms sont gravés dans la mémoire collective des quartiers. Les habitants de Sévran qui acceptent de parler décrivent une ville à deux vitesses, des rues où il fait bon vivre, des commerces, des familles ordinaires qui font leur vie, et des zones où l'économie du trafic a tout phagocyté, où les règles de la cohabitation sociale ordinaire ne s'appliquent plus, où la violence est l'arbitre de tous les conflits. Entre ces deux Sévranes, la frontière est parfois une seule rue, et elle peut se franchir dans les deux sens, dans les deux directions, en quelques secondes. Ce qui distingue Sévran de beaucoup d'autres villes de cette liste, c'est l'intensité du sentiment d'abandon ressenti par ses habitants. Un abandon qui n'est pas imaginaire, il est inscrit dans les statistiques de dotation en policiers, dans les temps de réponse aux appels d'urgence, dans l'état des équipements publics, dans la densité des services sociaux. Sévran est une ville qui a besoin d'une présence de l'État forte, continue et durable. Ce qu'elle reçoit ressemble plutôt à des opérations ponctuelles suivies de longues périodes d'indifférence. En deuxième position, une ville dont le nom est devenu le symbole de tous les échecs des politiques de sécurité françaises depuis 20 ans. Une ville qui concentre sur quelques kilomètres carrés une densité de misère sociale et de violence qui n'a pas d'équivalent en France métropolitaine. Direction Clichy-sous-Bois. Clichy-sous-Bois. Ce nom a traversé les frontières de la France en 2005, lors des émeutes qui ont embrasé les banlieues françaises pendant 3 semaines et qui ont mis en lumière une réalité sociale explosive que la République avait trop longtemps choisi d'ignorer. 20 ans plus tard, en 2026, la question qui s'impose avec une force presque insupportable est simple, qu'est-ce qui a changé? La réponse honnête est « pas assez ». Clichy-sous-Bois reste l'une des communes les plus pauvres de France, avec des indicateurs sociaux. Taux de chômage, niveau de revenus, taux de scolarisation, accès aux soins, qui la place systématiquement en bas de tous les classements. Cette pauvreté structurelle est le terreau dans lequel l'insécurité continue de prospérer malgré tous les plans de rénovation urbaine et les investissements publics consentis depuis 2005. La situation sécuritaire à Clichy-sous-Bois en 2026 est marquée par une violence qui s'est à la fois diversifiée et banalisée. Les trafics de stupéfiants restent omniprésents, organisés en réseaux hiérarchisés qui contrôlent des territoires précis et défendent ces territoires avec une brutalité qui n'épargne pas les habitants ordinaires pris entre les deux. Les vols avec violence ont augmenté. Les agressions sexuelles restent très sous-déclarées dans une population qui a perdu confiance dans l'efficacité du système judiciaire. Et les incivilités quotidiennes, qui ne rentrent dans aucune statistique officielle, mais qui pourrissent la vie de milliers de personnes, continuent de s'accumuler sans réponse satisfaisante.
Ce qui est peut-être le plus douloureux dans le cas de Clichy-sous-Bois, c'est le gâchis humain que cette situation représente. Dans cette ville, comme dans beaucoup d'autres de cette liste, il y a des milliers de personnes qui travaillent, qui élèvent leurs enfants, qui participent à la vie de la cité avec une dignité et une résilience remarquables malgré des conditions objectives difficiles. Ces personnes méritent une ville sûre. Elles méritent une république qui tient ses promesses. Et en 2026, beaucoup attendent encore. Et en première position, la ville numéro 1 de cette liste, celle dont les statistiques de violence sont les plus alarmantes, celle dont la situation sécuritaire est devenue le symbole de l'échec collectif de la France à protéger tous ses citoyens, c'est Marseille, dans ses quartiers les plus touchés. Non, c'est une ville que vous n'attendez peut-être pas en tête, c'est Mulhouse. Mulhouse. Pas Marseille, pas Saint-Denis, pas les grandes métropoles dont les noms reviennent en boucle dans les débats sur l'insécurité. Mulhouse, une ville alsacienne de 110 000 habitants, deuxième ville du Haut-Rhin, que beaucoup de Français situeraient difficilement sur une carte, et qu'ils associeraient certainement à la cité de l'automobile plutôt qu'à la criminalité. Et pourtant, les données officielles les plus récentes sont formelles. Mulhouse est la ville française la plus touchée par l'insécurité rapportée à sa population dans plusieurs catégories de délinquance. Mulhouse affiche des taux de délinquance qui la placent régulièrement en tête des classements nationaux pour plusieurs indicateurs de criminalité rapportés au nombre d'habitants, notamment pour les vols avec violence, les cambriolages et les trafics de stupéfiants. Ces chiffres, issus des données officielles du ministère de l'Intérieur, font de Mulhouse une anomalie statistique qui interpelle les chercheurs et les responsables de l'ordre public. Comment une ville de cette taille, dans une région aussi prospère que l'Alsace, a-t-elle pu se retrouver en tête de ces classements peu enviables? La réponse est complexe et tient à une conjonction de facteurs dont l'accumulation sur plusieurs décennies a créé une situation explosive, la désindustrialisation massive qu'a connue Mulhouse depuis les années 80, avec la fermeture progressive des usines textiles et des sites industriels qui faisaient émancer vivre des milliers de familles, a laissé derrière elle un chômage structurel et une pauvreté qui n'ont jamais été vraiment résorbées. La ville accueille par ailleurs une proportion importante de populations précaires et de ménages en difficulté, concentrés dans des quartiers qui cumulent tous les indicateurs de fragilité sociale. La proximité de la Suisse et de l'Allemagne, si elle est un atout économique pour la région, est aussi un facteur qui complique le travail des forces de l'ordre sur les questions de trafic, des réseaux qui utilisent les frontières comme outil de leur organisation criminelle, en s'approvisionnant dans un pays, en vendant dans un autre, en blanchissant dans un troisième. Cette dimension transfrontalière donne aux réseaux actifs à Mulhouse une capacité de résistance aux opérations policières qui les rend particulièrement difficiles à démanteler durablement. Les habitants de Mulhouse qui témoignent de leur quotidien décrivent une ville où l'insécurité s'est installée dans les détails de la vie ordinaire. Ces 10 villes nous montrent quelque chose que beaucoup préfèrent ne pas entendre. L'insécurité en France en 2026 n'est pas un fantasme, n'est pas une construction médiatique, n'est pas un argument de campagne électorale. C'est une réalité vécue, quotidienne, documentée, chiffrée, qui touche en priorité les populations les plus vulnérables, les plus pauvres, les plus abandonnées par les services publics. Ce ne sont pas les quartiers riches qui souffrent le plus de l'insécurité en France, ce sont les quartiers pauvres. Et cette réalité devrait nous obliger à une honnêteté intellectuelle que le débat politique français peine parfois à atteindre. Combattre l'insécurité ne signifie pas seulement envoyer des policiers. Cela signifie aussi reconstruire des services publics, créer des emplois, financer des éducateurs, ouvrir des structures pour les jeunes, soigner les addictions, traiter la pauvreté à la racine, plutôt que d'en gérer les symptômes à coups d'opérations médiatisées. Les deux approches ne sont pas contradictoires, elles sont complémentaires. Et les villes de cette liste attendent depuis trop longtemps qu'on les applique simultanément, avec la détermination et les moyens que la situation exige. Abonnez-vous pour suivre l'évolution de ces sujets semaine après semaine et dites-nous en commentaire dans quelle ville vous vivez et ce que vous observez autour de vous.